Alors bonjour à tous. Alors j'ai plein de têtes connues, ça me rassure. Et donc je vais essayer en 15 minutes d'aborder ce sujet très général, puisque c'est le rôle de la médecine générale en santé mentale et addiction. Je me centrerai un peu plus sur les addictions, parce que bon, ça ressemble beaucoup à ce qui pourrait être dit sur la santé mentale, et je sais qu'il y a des meilleurs spécialistes que moi qui aborderont le sujet ensuite, et je me sens plus pertinent sur les addictions. Alors là, je vous ai mis Saint-Luc, parce qu'il faut être un saint quand on regarde les rôles attendus de la médecine générale. Il y a beaucoup de choses. Alors bien sûr, c'est le premier contact avec le système de soins pour beaucoup de patients. Alors, en proximité humaine, géographique et temporelle, à l'heure où l'accès aux spécialités et à certains soins est très compliqué dans le temps, sur les territoires, enfin, etc., le médecin généraliste est probablement très bien placé pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales dans toutes les communautés, centrées sur le patient, avec théoriquement écoute, empathie, décision partagée, etc., se basant sur la prévalence et l'incidence des maladies en soins premiers ou primaires, comme vous préférez. Donc vous voyez que bon, tout ça c'est très bien. La continuité des soins jusqu'au domicile, à toutes les heures, presque, de la naissance à la mort, c'est moins peut-être souvent le cas, de la prévention aux soins palliatifs, du somatique au psychologique au social. C'est ce qu'on nous demande et quand on lit les textes. Je ne vous ai pas remis les textes, mais je résume. L'orientation, on doit orienter le patient dans le système de santé, l'aider à construire son parcours de santé et de soins, le motiver et l'amener à concrétiser ses orientations qu'il aurait choisies en accord avec nous. Vous imaginez toutes les freins, les obstacles qu'il peut y avoir à tout ça. La coordination des soins, synthétiser les informations concernant le patient, coordonner les intervenants pour les meilleurs soins, partager les informations avec le patient et les intervenants souhaités, impliquer le patient dans ses soins, s'articuler avec le social. Voilà. Et donc, pour faire tout ça, on a un certain nombre d'atouts. On connaît normalement bien la personne, peut-être moins bien qu'autrefois, mais quand même souvent très bien, son entourage, ses conditions de vie et de travail, beaucoup de ses valeurs et de ses difficultés, souvent dans la durée, dans la répétition des rencontres. On en partage le territoire et on bénéficie encore, j'espère pour longtemps, de sa confiance. Bon, ça, c'était Saint-Luc. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est plutôt Shiva. 10 petits bras pour arriver à faire tout ça. On voit bien que si le médecin généraliste est tout seul pour prendre en charge le patient en premier recours et après distribuer à tous les niveaux, en plus, s'il y a des problèmes de psychiatrie et d'addiction, on imagine bien qu'il a beau se transformer en Shiva, Saint-Luc, il ne va pas y arriver. Hein, donc on ne peut pas y être tout seul. Ça c'est majeur. Ensuite, cette place, la place privilégiée qu'il a, avec les atouts qu'il a, elle est irremplaçable. Hein, donc il faut préserver cet animal en voie de disparition qu'est le médecin généraliste. Alors ce qu'ils nous disent, alors là j'ai mis un petit fratras, vous connaissez tout ça beaucoup mieux que moi, mais j'ai rassemblé dans tout ce que j'ai pu voir, moi, qui m'avait titillé l'attention, un certain nombre de choses. Ça, c'est une vieille enquête, enfin vieille. Enfin, aujourd'hui, c'est vieux, 15 ans. Mais, donc, qui date de 2005 de Nice, que vous connaissez beaucoup. Elle a beaucoup circulé, cette étude, où on voit bien que les patients qui étaient suivis dans le cadre du SAMU social, eh ben, ils cumulaient un certain nombre de problèmes. Les problèmes de santé psychique, d'addiction, plus les problèmes d'hygiène, bien sûr, et tout le reste, donc de précarité. Et on voit bien qu'on va aboutir à un tableau qui se complexifie considérablement. Ça, c'est une autre étude qui est américaine, donc on ne peut pas tout transposer chez nous, mais on voit pour les patients qui consomment de l'alcool quels sont les principaux obstacles à aller consulter. Et bien, le premier obstacle, c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'arrêter l'usage. De loin. Ça, c'est transposable des États-Unis à la France. Hein. La plupart, pour l'alcool, je ne dis pas. Bon.
C'est ce qu'ils disent. Ils n'ont pas envie. Peut-être qu'ils se protègent pour ne pas culpabiliser du fait qu'ils n'y arrivent pas. Mais donc, ensuite, il y a plein de raisons qui sont intéressantes. Le coût des soins, plus marqué dans les pays anglo-saxons, enfin aux États-Unis, et d'autres choses. Le deuxième, c'est la couverture sociale. Mais après, il y a des effets négatifs. Ça peut, pas pour les publics précaires, mais pour certains publics, le fait de faire un sevrage alcool, par exemple, peut impacter au niveau de leur travail pendant quelques temps, enfin, etc. Mais bon. On passe. Donc, ce qui était intéressant, moi, que je voulais retenir, c'est que quand vous avez précarité, troubles psychiatriques et troubles d'usage de substances ou addiction au sens général, les trois problématiques peuvent s'associer et elles doivent être explorées systématiquement. C'est-à-dire, quand vous en avez une, il faut explorer les deux autres. Voilà, quelle qu'elle soit. Même un fumeur de tabac, même si c'est moins le cas, comme le nombre de fumeurs de tabac va considérablement diminuer, les fumeurs restants, ils vont se rapprocher de plus en plus du tableau des consommateurs d'alcool, des toxicomanes, etc. C'est ce qui se passe un peu aux États-Unis, où en effet le public qui reste fumeur, lorsqu'il n'y a quasiment plus de fumeurs, ben ça rejoint un petit peu le tableau des gens qui ont plein de coaddictions. Donc on risque d'arriver à... Alors bien sûr, pour ceux qui travaillent avec les publics précaires, on n'interroge même pas le tabac. Il est systématique. Voilà. Donc, du coup, ça amène au prendre soin de soi. On imagine bien que c'est une valeur qui est moins mobilisable en présence d'une de ces problématiques. Plus vous cumulez ces problématiques, plus le prendre soin de soi est difficile et n'est pas forcément la valeur essentielle pour ces personnes. En médecine générale, vous imaginez la difficulté qu'on peut avoir où on est dans l'accumulation de soins, l'industrialisation du soin actuellement, avec des consultations tous les quarts d'heure, quand il y a déjà un patient qui n'est pas dans le prendre soin de soi. Il va carrément plus venir, dans ce type de consultation. Donc on a des difficultés. Là, c'est par rapport aux addictions. C'est une diapo que l'on met partout, elle est irremplaçable maintenant. On est passé, vous l'avez sans doute déjà vu, on est passé d'un diagnostic qui était catégoriel. On était soit en usage à risque ou mésusage, soit dépendant. Et on avait les deux catégories avec les critères qui se répartissaient. Et aujourd'hui, on est dans un diagnostic dimensionnel, c'est-à-dire on a un trouble d'usage qui est plus ou moins sévère selon le nombre de critères qui est atteint, avec un nouveau critère qui est apparu, qui est le craving. Alors à Bordeaux, on est les champions du monde du craving avec Marc Oriacombe. On est... voilà. Donc le craving est apparu et c'est vrai que quasiment il peut suffire à faire le diagnostic d'un trouble d'usage sévère. Quand le craving est là, on est sûr qu'il y a dépendance. Donc le craving, du coup, souvent les patients, là actuellement je suis sur un travail sur le tabac où on fait une étude qualitative sur les fumeurs de tabac et tous ils disent que arrêtez de fumer, je vais y arriver de toute façon quand j'aurai la volonté. Or, la première chose qu'on apprend en addictologie, c'est que ce n'est pas une question de volonté si on est addict. Le craving s'oppose à la décision du patient et l'éloigne de l'objectif de l'abstinence, qui devient souvent impossible à envisager pour lui. C'est cette pulsion incontrôlable à consommer. Il a décidé de ne pas consommer et c'est plus fort que lui, il va le faire quand même. Donc, c'est pas comme le binge drinking, par exemple, on va décider de boire. Là, il a décidé de ne pas boire et c'est plus fort que lui, il boit. Donc, le craving, un peu, c'est cette pulsion à consommer alors qu'on n'a pas envie de consommer. Donc on voit bien que c'est une maladie de la volonté, comme dirait plus ou moins Marc Oriacombe, c'est une maladie de la volonté, donc dire que c'est quand on aura la volonté qu'on arrêtera sera un obstacle. Alors tout ça pour vous situer que ce patient-là qui a des problèmes psychiatriques et des addictions, il est à distance du soin, souvent, et en tant que médecin généraliste, ça va être compliqué. Alors on peut imaginer la répétition des rencontres qui va favoriser que le lien se crée autour de ces problèmes-là, mais c'est compliqué quand même. Donc, travailler seul avec ce type de public, c'est compliqué. On y a une place, mais c'est compliqué. Alors, la réactance, pour ceux qui connaissent, mais en fait, pour simplifier, c'est quand vous empiétez sur le territoire que la personne considère comme relevant de son autonomie. On voit ça chez les ados très souvent. Ils ont l'impression d'être autonomes, et dès qu'on leur dit de faire un truc, non, c'est ma vie, je fais ce que je veux, etc. Et les personnes âgées aussi. Quand elles perdent leur autonomie, souvent on a tendance à empiéter sur ce qu'elles considèrent comme leur autonomie. Et donc ces personnes-là aussi, elles vont être aussi souvent dans la réactance, parce que quand on sent des gens en difficulté, en faiblesse,
On a envie de les aider et on va leur proposer des solutions. Et du coup, on va plus vite qu'elles. Il y a le temps du patient aussi. Donc souvent, et l'injonction au changement, j'en arrivais surtout là. C'est-à-dire que souvent en médecine générale, faute de temps, on va être souvent dans l'injonction au changement. C'est-à-dire il faut que vous arrêtiez de boire, il faut que vous arrêtiez de fumer, il faut vous soigner, etc. Et donc, partant du principe qu'il y a ce craving, et que les gens ne sont pas encore dans le prendre soin de soi, eh ben, il va y avoir de la réactance, voire de la résistance aux soins. Et donc ça nous met en difficulté. Voilà. Alors la prise en charge thérapeutique, la cible, c'est le craving. Donc, du coup, en médecine générale, on va souvent utiliser des médicaments vis-à-vis du craving. Parce que c'est une solution qu'on nous propose qui est simple, hein, comme ça d'apparence. Elle ne sera pas suffisante. Le danger, c'est qu'on puisse croire que ça puisse être suffisant. Donc ça va permettre en tout cas ces médicaments de retrouver le contrôle sur ces consommations, au moins en partie, et donc de faire de la réduction des risques. C'est surtout ça qui me paraît important. Dans le sens où le sevrage vis-à-vis de ces consommations est un objectif idéal, mais sur ces publics précaires et psychiatriques, ce n'est pas toujours le meilleur service qu'on va leur rendre. C'est-à-dire, on va les rendre captifs pendant leur séjour hospitalier 1 semaine, 15 jours, 3 semaines. Et si après, il n'y a pas de suivi, les gars, ils rechutent. C'est quasi systématique. Hein, voilà. Ils vont dans une chambre d'hôtel, tout seuls, sans rien, sans aucun soutien social. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, le sevrage peut être une solution, mais peut-être pas la première. Alors là, c'est un schéma qui est connu maintenant, mais que je vous mets tout pour simplement ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez une bien meilleure réduction des risques et des dommages quand vous passez de 14 à 11 verres par jour. Vous obtenez un résultat bien meilleur que quand vous passez de 3 verres à 0 verre. C'est-à-dire que plus vous avez un consommateur, même si vous obtenez une réduction de sa consommation qui n'est pas énorme, vous allez considérablement améliorer sa santé. Alors que si vous avez un petit consommateur, ça c'est pour vous rassurer. Je l'aime beaucoup cette diapo, moi, je l'aime beaucoup. C'est que si vous êtes un petit consommateur, vous aurez beau arrêter, vous allez améliorer les choses. Mais ça ne sera pas très spectaculaire, voyez. Par contre, le gros consommateur, lui, vous allez beaucoup l'améliorer. Mais en médecine générale, on n'est pas encore tous arrivés à saisir ça. C'est-à-dire que souvent on a l'impression, le gars il continue à boire, ça ne marche pas, c'est un échec, machin. Non, s'il a un peu diminué, il rentre dans le prendre soin de soi et il va améliorer sa qualité de vie. Donc les médicaments anti-craving, ça va vous aider à permettre une réduction contrôlée qui peut améliorer considérablement la qualité de vie sur un public qui n'est pas encore prêt totalement à prendre soin de soi. Et donc, par exemple, on peut citer la cigarette électronique, qui est un médicament de réduction du craving, par exemple. Sur ces publics-là, on ne sait pas à très long terme, on n'a pas tous les éléments encore pour décider de conseiller systématiquement la cigarette électronique. Mais sur ce public précaire, qui est en très grand danger, avec de très hauts risques, par rapport au tabac, c'est souvent la meilleure solution et la plus facile à mettre en place. Et puis, vous avez tous les médicaments possibles et imaginables, et il y en a maintenant de plus en plus. Donc on va être dans un objectif intermédiaire partagé parfois, c'est-à-dire autant il est inaccessible à l'abstinence, autant le fait de réduire avec une aide qui fait qu'il n'a pas trop de craving, peut-être qu'il va se confronter au fait qu'il va améliorer sa qualité de vie, améliorer son insertion sociale, et que ça va aller vers du mieux progressivement, et ça en médecine générale, on est peut-être plus en capacité d'accompagner ça plus facilement. Voilà, dans la décision partagée. Et un mot-clé, donc, qui me semble fondamental, et moi que j'ai souvent eu avec ce public-là, c'est le respect. C'est-à-dire le médecin avec lequel va se créer l'alliance, c'est le médecin qui les respecte dans toutes leurs dimensions et qui respecte leurs décisions, même si ça n'aurait pas été la nôtre. Vous voyez, le respect de la personne, de ses priorités, de ses valeurs, du temps qui lui est nécessaire pour prendre soin de lui, hein. Et un accompagnement adapté, alors avec des méthodes là que vous connaissez ou que vous verrez qui sont que l'on essaye de mettre en place en médecine générale. Et donc, de sa position, le médecin généraliste donc, peut repérer, alors là c'est ce qu'on peut repérer en addictologie, nos missions principales, c'est repérer les usages et leurs troubles, c'est-à-dire savoir si le trouble d'usage est plus ou moins sévère, donc ça on se sert du DSM-5, amener l'usager à réduire les risques et les dommages, au moins ça,
proposer un objectif partagé possible de réduction et pas seulement d'abstinence. Ça peut être l'abstinence, hein, c'est le patient qui choisit. Dans un second temps, souvent, ça sera l'abstinence. Un parcours alternant, du coup, le parcours du patient précaire, psychiatrique, ayant des addictions, souvent, ça va être l'objet de réduction, d'arrêt, de rechute, etc. C'est normal, c'est son parcours. Donc, on n'est pas dans un sentiment d'échec, de trucs qui traînent, qui est compliqué, etc. Non, c'est son parcours. On l'accompagne dans son parcours et essayer de préserver au mieux la personne et sa qualité de vie. Voyez, plus qu'avoir un objectif qui paraît comme ça simpliste, il va arrêter de boire, c'est ça notre objectif. Tant qu'on n'y est pas, c'est un échec. Non. On peut considérablement améliorer sa qualité de vie et à la limite améliorer l'alliance qu'on a avec lui dans des objectifs intermédiaires qui lui sont accessibles en respectant son temps. Et puis l'orienter, bien sûr, la plupart du temps aussi. Mais l'orientation aussi, elle ne va pas se faire comme ça. C'est-à-dire, si vous arrivez à créer l'alliance avec une personne qui a ses difficultés, eh bien, il vaut mieux rester sur cette alliance-là que de l'orienter. J'ai eu un patient une fois qui m'a dit, il avait été convoqué dans une réunion où il y avait plein d'intervenants. Il avait la psychologue, le psychiatre, l'assistant. D'ailleurs, j'ai dit là, excusez-moi. Je devrais être là ou le. Point, bon. Il faut être intégratif. Donc, des tas de professionnels de santé autour de lui. Et il m'a dit, j'étais encerclé. Mais il n'était pas intégré. C'est-à-dire, ce n'était pas centré sur lui. C'est tous les professionnels parlaient de lui, mais on ne s'adressait pas à lui. Il y a souvent un problème aussi quand on est nombreux autour d'un patient, c'est que le patient est exclu. Et on s'organise entre nous, et surtout, il faut que le patient reste intégré. Alors, je sais que tout le monde fait l'effort pour, mais souvent, malgré l'effort, on n'y arrive pas. Et ça me paraît très important. Donc, ça, c'est juste pour l'annuaire en ligne qui permet d'orienter, mais bon, ça, c'est parce que c'est mon réseau qui fait ça. Alors, il fallait bien que je le mette quelque part. Hein. Voilà, je ne suis pas venu pour rien. Et merci de votre attention. Voilà.